Salut. Parmi les thématiques récurrentes que l'on peut retrouver dans les mangas, la quête d'être le meilleur dans son domaine est sans nul doute l'un des trucs les plus récurrents. Alors, parfois les ambitions de notre héros peuvent être bien plus subtiles que ça, néanmoins devenir le meilleur fait bien souvent partie des prérequis pour atteindre cet objectif. Entraînement, affrontement, courage et détermination seront de la partie, et finalement dans cette quête de faire de son héros le plus fort de son manga, les schémas employés diffèrent assez peu d'une œuvre à l'autre. Néanmoins, et ça reste que mon avis, je sais qu'il n'est pas le seul, mais dans ce registre-là, il y a une œuvre qui a très largement su se démarquer des autres, je parle évidemment du manga Vagabond. Il y a un truc assez marrant avec ce manga, en France en tout cas, c'est qu'il est hyper reconnu, pourtant j'ai l'impression que peu de gens l'ont lu proportionnellement à sa renommée. Je sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ce truc-là, mais genre on pourrait presque parler d'un succès d'estime, et en fait, ce phénomène, je le comprends très bien, car j'ai moi-même fait partie de ceux qui ont boudé Vagabond pendant un long moment. La raison à ça est plutôt simple, elle provient du décalage entre son synopsis et sa réalisation. Vagabond, c'est l'histoire de Takezo Shimen, un jeune japonais issu de la campagne qui a pour réputation d'être une véritable bête sauvage auprès des habitants de son village. Takezo n'a pas eu une vie facile, durant les premières années de sa vie il a vécu seul avec son père, un sabreur très renommé mais qui était violent avec lui. Il a très peu connu sa mère et c'est donc dans ce contexte très dur qu'il a vite pris goût au sabre et à la violence, se promettant qu'un jour il deviendrait le meilleur sabreur du pays. À ses 17 ans, il va partir pour la guerre avec son seul ami Matahachi. Malheureusement, ils vont perdre la bataille et entre-temps Matahachi va se trouver une femme et Takezo va donc rentrer seul au village. À son retour au village, il est très mal accueilli et il se retrouve à devoir fuir l'endroit qu'il a vu naître. Il va alors changer de nom et de prénom et se fixer pour objectif de voyager en quête d'affronter les plus grandes lames du pays, et c'est ainsi que commence l'apprentissage de Musashi Miyamoto dans sa quête de devenir le plus fort. Voyez, quand on nous parle d'un samouraï qui parcourt le Japon dans l'unique but de devenir le meilleur sabreur du pays, qui pourrait s'imaginer tomber sur un manga aussi profond? Vagabond, c'est un truc qui se savoure mais surtout qui se réfléchit. Et cette complexité à la lecture, c'est pas forcément ce sur quoi on s'attend à tomber en commençant le manga. Il fait partie des mangas qui ne doivent surtout pas être lus car on les dit incontournables, il faut vraiment lire Vagabond parce qu'on en a envie et qu'on est prêt à se plonger à 100% dans sa poésie. Autrement, vous ne serez jamais réceptif à ses messages. Et ça, eh bien un jour j'ai pris le temps de le faire et putain, ce fut quelque chose. L'histoire de Musashi Miyamoto, le guerrier sans maître. L'aventure de Musashi va être rythmée par bon nombre de remises en question en tout genre. Notre héros n'aura de cesse de vouloir apprendre et progresser, mais il y a quand même quelques interrogations qui vont subsister durant tout le manga, notamment en ce qui concerne la voie du sabre et le sens qu'il pourrait y avoir à être le plus fort. Ces notions vont en réalité énormément évoluer au cours de l'histoire, un peu comme toute la perception que Musashi se fait du monde d'ailleurs. Quand l'histoire commence, Musashi nous est présenté comme une bête, un animal qui n'est pas domesticable et qui agit de façon primaire. Et cette description, elle n'est pas totalement à côté de la plaque. Le truc, c'est que Musashi a passé son enfance à être traité comme un démon, que ce soit par son père ou plus tard par les habitants de son village, donc ajoutez à ça un zeste de solitude et vous aurez le cocktail parfait pour conditionner Musashi à devenir cette bête féroce et sanguinaire. Mais toutes ces étiquettes reflétaient-elles vraiment la nature profonde de Musashi? Eh bien, difficile à dire dans un premier temps, lui en tout cas sur le début du manga, il en est persuadé. Et donc pour lui, devenir le meilleur revient à triompher de chacun de ses duels, sinon de mourir par le sabre. Mais en fait, en ce sens-là, Musashi il est déjà très fort. C'est vrai, il est déjà doté d'une force physique phénoménale et d'aptitudes au combat qui le hissent parmi les meilleurs bretteurs de sa génération. Donc finalement, qu'a-t-il à apprendre des autres? Et c'est là que le manga brise absolument tous les codes, car contrairement à n'importe quel autre manga du genre, les 36 tomes qui suivront cette introduction ne consisteront pas à rendre Musashi plus fort au sens où n'importe quel autre manga l'entend, en lui apprenant tout un tas de techniques et en lui faisant suivre des entraînements physiques intensifs. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il n'est donné aucun nom à la technique qu'il développera et il ne dispose d'aucune botte secrète. Non, parce qu'en fait, le voyage que s'apprête à entreprendre notre héros est une quête qui le mènera vers la sagesse et élargira sa vision qu'il se fait des choses, allant même jusqu'à déconstruire le concept même qu'il se fait de la force. Et c'est ces prises de conscience qui vont permettre à Musashi d'exploiter au mieux son potentiel. En réalité, la raison pour laquelle Musashi prétend ne pas avoir de maître, c'est parce qu'au sens où l'entend n'importe quel autre samouraï, il n'appartient à aucune école et n'a pas passé des années à s'entraîner au sabre avec quelqu'un. Mais dans les faits, cette chose imperceptible au premier abord qu'il a acquise et qui fera sa renommée, certains individus lui ont guidé et en réalité, Musashi a fait 4 rencontres qui ont définitivement impacté ses choix et ses croyances. Le premier, qui reviendra plusieurs fois dans le manga, c'est évidemment Takuan. La première fois qu'on rencontre Takuan, c'est lorsque Takezo tentera de semer les membres de son village qui souhaitent à tout prix sa mort. À ce moment-là de l'histoire, difficile de dire s'il s'agit d'un allié ou d'un ennemi. Toujours est-il que Takuan va livrer Musashi à ses poursuivants, qui l'attacheront à un arbre en attendant que la mort veuille bien de lui.
Takuan semble raccord avec cette torture que va subir Takezo durant plusieurs jours. Par chance pour notre protagoniste, quelqu'un finira par couper la corde et il parviendra à quitter le village grâce à l'aide de Takuan. Au moment de relâcher Takezo, que ce soit dans les mots qu'il emploie, la tournure de ses phrases ou juste la scène en elle-même, tout laisse entendre que Takuan va tuer Takezo. Finalement, il n'en sera rien, mais en est-on bien sûr? Après avoir coupé les cordes qui le retenaient prisonnier, il va dire que Takezo est désormais mort et qu'à partir de maintenant, il s'appellerait Musashi Miyamoto. Alors à ce moment précis, deux choses se passent. La première, Takuan offre une seconde chance à Musashi en le libérant et en le laissant pour mort aux yeux des villageois qui voulaient sa peau. Ainsi, sa cavale prend fin et il pourra vivre l'esprit tranquille. Mais évidemment, si Takuan cherchait uniquement cette conclusion, il aurait pu passer par bien d'autres chemins qui n'impliquaient pas forcément de malmener Takezo à ce point. En fait, au travers de cette nouvelle identité qu'il va lui offrir, Takuan voulait détruire ses croyances et ses convictions. Toutes les choses qu'a fait Takuan avant de libérer Musashi ont été pensées pour tuer la bête qui sommeille en Takezo. Au travers de cette torture qu'il a vécue durant plusieurs jours, Takuan a cherché à lui faire ouvrir les yeux sur la valeur de la vie. Tout ne se résume pas à tuer ou être tué, et c'était primordial pour Musashi de prendre conscience de cette réalité pour s'ouvrir au monde. Takuan a appris à Musashi à nuancer le regard qu'il pouvait porter sur les choses, l'un des prérequis fondamentaux pour quiconque souhaite toucher les sommets de son art. Cette graine qu'il va semer germera tout au long des 35 tomes qui suivront cet échange, et c'est le point de départ de l'ascension de Musashi Miyamoto. Vient ensuite sa rencontre avec Ozon Ine. Après une petite piqûre de rappel de Denchichiro Yoshioka sur l'importance de ne pas jouer avec sa vie, Musashi commence peu à peu à en tirer la leçon. Problème, il se met à ressentir de nouvelles choses qui ne sont pas forcément utiles dans un duel, à savoir la peur, mais aussi l'amour. Il a eu l'occasion d'en discuter avec Takuan peu de temps avant sa rencontre avec Inei, ce à quoi Takuan lui explique que toutes ces choses font sa singularité et que le vrai combat ne réside pas dans le fait de se soustraire à ses sentiments, mais plutôt de ne pas les laisser réduire son champ de vision. Tout ça, ça sonne assez vide dans la tête de Musashi, et donc sans grande surprise, il n'en fait qu'à sa tête, tente de renouer avec ses vieux démons, et du coup, il va se prendre une branlée par l'actuel maître de l'école Ozon. Par chance, il avait fait la rencontre d'Ine peu de temps avant. Ce dernier va soigner les blessures de Musashi et entamer un entraînement ayant pour but de lui graver les dires de Takuan dans le crâne. L'idée, au travers de son séjour dans les bois, c'est de reconnecter avec ce qui l'entoure pour lui apprendre à faire le vide et à ne faire qu'un avec son environnement. En reconnectant avec la nature, il a appris à gérer ses émotions lors de ses affrontements. Durant cet entraînement, il comprendra que ce qui lui avait fait défaut contre Incheon, c'est qu'il l'a perçu comme le génie de l'école Ozon. Impatient de se prouver qu'il pouvait le surpasser, il a sacralisé son adversaire, allant jusqu'à oublier qu'il n'était qu'un homme comme lui. À partir de maintenant, il ne sera alors plus jamais question de s'embarrasser du superflu lors de ses duels. Le palmarès de son adversaire, leur nombre, au-dessous, la vie, la mort, tout ça n'aura finalement plus aucune importance une fois le sabre dégainé, et Musashi triomphera finalement d'Incheon, se laissant même surprendre par le calme et la sérénité dont il fera preuve durant leur face-à-face. À la suite de tout ça, Musashi deviendra bien plus attentif à ce qui l'entoure et développera grandement son sens de l'analyse. C'est d'ailleurs cette qualité qui lui permettra d'introduire le domaine de l'école Yagyu. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, la troisième personne à avoir eu un impact très fort dans l'apprentissage de Musashi, c'est bien évidemment Sekishusai Yagyu. Alors c'est assez amusant parce qu'ils n'ont finalement échangé que quelques phrases, mais la leçon que tirera Musashi de cette rencontre est de loin celle que j'ai trouvée la plus intéressante. Après avoir passé la nuit à se taper avec les membres du clan Yagyu, Musashi parvient finalement à s'infiltrer dans la chambre du grand Sekishusai. Il retrouve ce dernier alors en plein sommeil, complètement vulnérable, et pourtant Musashi restera subjugué par l'aura qui se dégage du vieil homme. Ce dernier va finalement se réveiller, Musashi lui parlera de son ambition de vouloir devenir le meilleur, et en réponse, il lui dira qu'être le meilleur, ce ne sont que des mots. C'est à ce moment précis du manga que Musashi va littéralement devenir imprenable. Takuan avait tué son passé, Inei venait de lui apprendre à contrôler l'instant présent, et Sekishusai, lui, vient de bouleverser la perception qu'il se faisait du futur. Tout ce que cherchait Musashi depuis le début du manga vient d'être détruit par une seule phrase. Depuis toujours, Musashi considérait qu'être le meilleur consistait à vaincre l'élite du pays. Grâce à ce court échange, il va comprendre que la force ne se limite pas à sa simple maîtrise du sabre et que cette vision très limitée qu'il s'en faisait le bridait dans sa quête. Dès lors, il cessera de voir chaque adversaire comme la fin de quelque chose, mais plutôt comme le début d'une autre, et ce truc-là va complètement transformer le personnage. À partir de ces trois rencontres, Takezo ne sera plus qu'une petite partie de Musashi qui refera de temps en temps brièvement surface. Tout ce à quoi il a aspiré est enfin en sa possession, les gens l'estiment, il fait beaucoup parler de lui, et même dans sa personnalité, il est beaucoup plus calme et réfléchi qu'autrefois. Pour autant, sa quête n'est toujours pas terminée, et à force d'élargir toujours plus ses horizons, son envie d'apprendre semble insatiable. Et ça,
eh bien ça va le pousser à abuser de ses propres limites, et la sanction sera immédiate. On en vient au dernier personnage qui saura capter l'attention de Musashi, Shusaku Taoru. Suite à son génocide du clan Yoshioka, Musashi a pris une sale blessure à la jambe qui semble signer sa retraite. Complètement bouleversé par la tuerie qu'il venait de provoquer et très atteint par sa blessure, un grand vide s'est créé en lui et sa réputation commence à le peser. Il va alors atterrir dans un petit village très pauvre, victime d'une famine importante du fait de la mauvaise qualité des sols qui réduit considérablement leur capacité de récolte. Dans ce village, Musashi se présentera comme Takezo, afin de ne pas faire de bruit, et, touché par l'histoire d'un jeune orphelin, il se fixera pour objectif de rendre cultivable cette terre dite mauvaise pour la récolte. Durant tout cet arc d'une beauté et d'une symbolique remarquable, Musashi va beaucoup échanger avec Shusaku. Le vieux fermier lui apprendra l'art de l'agriculture, mais surtout le questionnera sur la vie qu'il mène depuis son enfance. Jusque-là, le manga avait réussi à construire une atmosphère très particulière dans laquelle tuer était justifiable. Nous ne percevions les choses qu'au travers des yeux de guerriers ayant voué leur vie au sabre, et nous avions complètement banalisé la chose. Il y a bien un moment où Baiken a tenté de prévenir Musashi de la spirale mortelle qu'il perpétuait au travers de ses agissements, mais la question n'était jamais vraiment revenue. Cet arc vient alors déconstruire tout ce que nous, lecteurs, glorifions depuis le début du manga. Il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'avoir tourné l'arc autour de l'agriculture. Musashi n'a cessé d'utiliser ses connaissances acquises durant son aventure au profit de la mort. Il va enfin apprendre que toutes ces qualités peuvent également servir à donner la vie. La gestion de ses émotions, la patience, la curiosité, la force, toutes ces qualités sont indispensables pour quiconque souhaite parfaire son art. Il ne s'agit pas de fondamentaux uniquement réservés pour celui qui s'engage vers la voie du sabre. J'ai trouvé ça super intéressant de faire revenir Musashi sous sa véritable identité, celle de Takezo, car la banalisation de la mort était quelque chose d'inhérent chez lui qui se devait d'être traité à la source. En faisant revenir Takezo une ultime fois pour lui inculquer cette leçon, l'auteur a définitivement tué la bête sauvage qu'il était par le passé. Et petit aparté, mais il y a plein de trucs super malins dans cet arc. Le moment où Takezo peine à apprendre aux femmes du village à devenir fortes car il sait qu'il ne suffit pas simplement de leur apprendre à manier un sabre, le fait qu'il ait eu un deuxième disciple sous sa première identité qui permet au travers de sa manière d'enseigner d'apprécier toute son évolution psychologique, et plus généralement l'intelligence et la subtilité de ses chapitres, c'est vraiment sur ce genre de passage qu'on constate que les affrontements sont loin d'être la seule chose qui construit la richesse de l'œuvre. L'arc prend fin sur le départ de Musashi vers Kokura, ce qui ne nous laisse donc pas le temps d'apprécier les bénéfices de son passage au village. Et j'avoue qu'il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera son duel contre Kojiro, qui semble être la seule conclusion possible pour le manga. Après avoir dit tout ça, il y a quelques trucs à notifier. Déjà, une des particularités du manga, c'est que toutes ces leçons ne transformeront pas Musashi du jour au lendemain. À l'issue de ces rencontres va naître un long processus de réflexion qui n'aboutira jamais vraiment à une réponse claire et inébranlable. En vérité, la plus grande force de Musashi, c'est sa capacité à se remettre en question et à tirer le meilleur de chacune des rencontres qu'il fera, et en ça, il n'y a pas de fin dans sa progression. On est à des années-lumière des sensei qui apprennent des techniques aux héros sur 2 chapitres pour leur apprendre à battre le méchant qui se dresse face à eux. D'ailleurs, autre chose très maligne dans Vagabond, c'est la volonté de faire cicatriser chacune des blessures de Musashi. Alors ça peut paraître assez débile dit comme ça, mais dans la plupart des mangas, les héros ne gardent pas toutes les cicatrices de leurs affrontements. Bien souvent, ils ne gardent que celles qui ont du sens et qui symbolisent quelque chose pour le héros. Ici, si chaque cicatrice est laissée apparente, c'est pour symboliser le fait qu'elles ont tout un sens et que chacun des affrontements de Musashi l'aura fait grandir. Toutes ces balafres sont la marque d'une leçon durement acquise. Dans Vagabond, l'apprentissage se fait sur la durée, et la seule personne que Musashi a véritablement à cœur de surpasser, c'est celui qu'il était la veille. Musashi n'applique jamais bêtement ce qu'il apprend des autres, au contraire, il écoute, expérimente, comprend, puis finit par ajuster pour obtenir la version la plus aboutie de chacune des leçons qu'il tirera de ces 4 rencontres. D'ailleurs, chose intéressante, les 4 individus seraient incapables de rivaliser avec Musashi à l'époque où se passe le manga. Pourtant, de par leur vécu et le regard qu'ils ont sur le monde, c'est eux qui ont su capter l'attention de Musashi durant son aventure. Ce truc-là témoigne une fois de plus de la volonté qu'avait l'auteur de renforcer son personnage sur le plan psychique plus que physique. Rien n'est jamais explicite, il y a énormément de dialogues qui n'ont pour but que de soulever des interrogations chez Musashi, preuve que les plus sages savaient que le combat que mènerait Musashi vers la forme la plus aboutie de son art était celle qu'il devrait mener contre lui-même. Notez que mis à part pour Sekishusai et Ine, on a quand même 3 profils très différents, comme pour personnifier la force sous différents angles, et on en revient avec subtilité à cette notion de nuance qui construit toute la richesse et la poésie du manga. Et maintenant, je vous propose qu'on parle du véritable guerrier sans maître, Kojiro Sasaki. Sans nul doute, l'une des idées les plus intéressantes de l'œuvre, ne serait-ce que pour la pertinence du personnage dans le récit.
Kojiro Sasaki est le guerrier sans maître du manga, parce que non, c'est que mon avis, mais pour moi Toji ou son père adoptif ne fonctionnent pas, l'un n'a fait que l'abandonner au milieu d'un champ de bataille, et l'autre n'a jamais voulu lui enseigner quoi que ce soit qui concernerait le sabre. Contrairement à Musashi qui a beaucoup appris des autres, du fait qu'il soit sourd et muet, Kojiro n'a jamais pu échanger avec qui que ce soit. Et c'est là que c'est super intéressant. Si les rencontres de Musashi lui ont permis de progresser, logiquement, le fait que Kojiro se soit construit entièrement seul devrait lui faire défaut. Eh ben, bien au contraire. Sans dire que ça en fait sa force, ça témoigne surtout de quelque chose de très important chez lui. Kojiro n'a certes reçu de leçons de personne, mais le truc, c'est que contrairement à Musashi, il n'en a jamais eu besoin. Du fait de son handicap, il est complètement étranger au concept de renommée, de hiérarchie et de prestige. Tout ça sont des bruits de couloir alimentés par l'homme et Kojiro n'en a jamais eu connaissance. Quand Musashi incarnait cette bête sauvage au début de l'œuvre, c'est parce que son entourage le considérait comme tel. Quand il a perdu ses moyens face à Inchun, c'est parce qu'il ne jurait que par sa renommée. Et d'ailleurs, avec Sekishusai, c'est sensiblement la même chose. Mais tous ces trucs-là n'affectent pas et n'affecteront jamais Kojiro. Sa surdité l'empêche de subir l'influence des autres, ce qui rend sa perception des choses beaucoup plus rationnelle et naturelle que n'importe qui. Kojiro se voit comme un homme, et c'est également comme ça qu'il perçoit ses adversaires. De plus, il ne semble pas connaître la peur, son handicap le renferme sur lui-même au point de ne jamais avoir eu d'autre moyen de communication que le sabre. C'est ce dernier qui lui a toujours permis de s'exprimer et d'interagir avec les autres. La peur de mourir durant un duel ne pourrait à mon sens même pas traverser son esprit, car au contraire, c'est lorsqu'il combat qu'il se sent vivre. Au travers de ces 4 maîtres, Musashi a certes obtenu des réponses dont ne dispose pas Kojiro, mais tout ça n'a aucune importance puisqu'il n'a jamais eu à se poser les mêmes questions que Musashi. Et je trouve ça tellement fort d'avoir construit de cette manière le dernier adversaire du héros, car au final, tout ce à quoi aspirait Musashi depuis le début du manga, c'est de regarder le monde du même œil que Kojiro. Parce que oui, l'affrontement entre ces deux-là, qui partagent désormais le sommet, semble inévitable, être le meilleur se savoure seul. À l'heure où vous entendrez cette vidéo, cela fait maintenant 10 ans qu'aucun nouveau chapitre n'est sorti, le manga s'est brusquement arrêté au tome 37, à l'aube du départ de Musashi pour Kokura, endroit dans lequel tout semble nous indiquer qu'aura lieu l'affrontement entre lui et Kojiro. Le truc avec Vagabond, c'est que chaque détail est pensé pour faire grandir son personnage principal, et tout est toujours minutieusement réfléchi par l'auteur. Les dernières prises de conscience de Musashi sur le fameux cycle de la mort vont forcément jouer un rôle dans cet arc final, mais paradoxalement, son affrontement avec Kojiro semble inévitable. Scénaristiquement, comment Inoue va réussir à construire une fin qui allie ces deux composantes, ça risque effectivement d'être compliqué, et en réalité, 3 fins sont possibles selon moi. La première, Musashi affronte Kojiro et le tue, cela ferait effectivement de lui le meilleur sabreur du pays, mais à quel prix? Ça semble assez contradictoire avec son état d'esprit actuel, et si c'est une bonne fin pour certains lecteurs, pour moi, ça n'en sera pas une pour Musashi. Deuxième possibilité, Musashi affronte Kojiro et Kojiro tue Musashi. Peut-être la fin la plus probable, la spirale mortelle prendrait fin, le personnage le plus fort du pays deviendrait le seul à ne jamais avoir couru après ce titre, et Musashi n'aura finalement pas eu à ôter une énième vie. Scénaristiquement ce serait un peu douloureux car Otsu et lui ne se seront finalement jamais retrouvés, ceci étant, il y a plusieurs signes dans le manga qui tendent vers cette possibilité. Déjà parce que lors de la dernière apparition de Takuan, lorsqu'il parle de Musashi, on a l'impression qu'il parle de quelqu'un qu'il ne reverra plus. Et, autre élément, et juste pour ça j'avoue que ça serait trop fort, rappelez-vous qu'au début du manga, lorsque Matahachi prenait encore l'identité de Kojiro, il avait dit à sa mère qu'il battrait Musashi. Lui qui n'a jamais su tenir ses engagements, ce serait tellement fort et symbolique que celui-ci se réalise. Et enfin, dernière option, et celle-ci pourrait peut-être allier toutes les choses introduites par Inoue, les deux s'affrontent mais aucun ne meurt. En revanche, tous deux ressortent avec des blessures ne leur permettant plus de tenir un sabre. Musashi Miyamoto ne serait plus, et il reprendrait alors l'identité de Takezo. Toutes les raisons qui me poussent à penser que Musashi va mourir seraient alors justifiées par le fait qu'il n'userait plus de cette identité. Le seul inconvénient à cette dernière fin, c'est qu'est-ce qu'il adviendrait de Kojiro, et surtout, je ne suis pas certain que tout le monde apprécierait qu'aucun vainqueur ne soit déclaré. Voilà pour mes théories, bon, dans les faits, il y en a un paquet d'autres qui sont possibles, mais selon moi, ces 3-là seraient a priori les plus probables, et comprenez donc bien que toutes les solutions qui s'offrent à Inoue pour clôturer son manga sont assez difficiles à prendre, car toutes représentent des concessions assez importantes. Et je pense que c'est en grande partie à cause de ça que le mangaka peine à terminer son œuvre. L'une des qualités de Vagabond que j'ai vaguement survolé dans mon intro et qui impacte beaucoup Inoue, c'est le réalisme qu'il y a mis. L'auteur a vraiment voulu rendre son œuvre crédible sur tous les plans. Vagabond n'essaie jamais de convaincre qui que ce soit, le manga dépeint simplement la réalité d'un homme en quête d'apprentissage. Ce truc-là a été poussé à son paroxysme par Inoue, à tel point que cette force singulière du manga en est presque devenue sa faiblesse. Déjà parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, Vagabond peut être pénible à sa première lecture si vous vous attendiez à voir que de la baston. Mais aussi et surtout parce qu'à vouloir rendre son récit trop proche de la réalité,
Inoue s'en est lui-même retrouvé impacté. L'auteur a déclaré avoir souffert lors de la réalisation de certains passages du manga, deux en particulier que sont le combat de Kojiro contre l'équipe de Sadakore et le massacre du clan Yoshioka par Musashi. Les scènes sont froides, très sanglantes, il règne une ambiance véritablement pesante, de par l'humanité que cherche à transmettre Inoue aux deux personnages centraux de l'œuvre et sa rigueur dans le visuel qu'il apporte à son manga. Inutile de vous dire que passer plusieurs mois à réaliser ces deux boucheries, ça a logiquement pu l'atteindre psychologiquement. Et en fait, avant tout ça, on peut même déjà remarquer que l'évolution de Musashi est grandement inspirée par son propre apprentissage de mangaka. J'ai vu une interview dans laquelle, sans faire de parallèle avec Musashi, il déclare avoir longtemps participé à une course sans fin que représente le milieu du manga dont aujourd'hui il ne fait plus partie. Et tout ça, ça vous rappelle évidemment quelqu'un. On en vient selon moi à l'autre potentielle raison qui pourrait justifier ces 10 ans d'inactivité. Je pense qu'il doit être très difficile de conclure l'histoire d'un personnage dont on se sent aussi proche. Maintenant, si la fin de Vagabond ne voyait jamais le jour, le manga perdrait-il en intérêt? Pour moi, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour son copain Berserk à qui on le compare souvent. Je trouve qu'indépendamment de leur potentielle fin, ces deux mangas sont suffisamment aboutis pour qu'on puisse les apprécier comme tels. Vagabond fait sans nul doute partie des plus belles œuvres que j'ai pu lire dans ma vie, et j'espère avoir peut-être convaincu tous ceux qui auraient décroché sur les premiers chapitres à reprendre ce manga, il en vaut vraiment la peine. Voilà, ce sera tout pour moi, à très bientôt.